Oui, un peu. Ok, super. Alors, ça c'est sûr, ça fait partie des ennemis de la prise de parole, d'accord? On va parler en général de maîtriser une structure du début jusqu'à la fin, d'être cohérent, de savoir en fait préparer le discours et s'en tenir. Il y en a qui ont une simple prédisposition à l'anxiété. Il y en a qui ont aussi vécu lors de leur prise de parole des expériences négatives. Et donc après, qui se retrouvent vraiment ténaillés par ces expériences-là au point où ils n'arrivent pas à prendre la parole. Il y en a qui ont tout simplement un manque d'estime de soi et qui les laissent transparaître au moment de prendre la parole. Il y en a qui ont peur du jugement des autres et du regard des autres. On a parlé du perfectionniste. Il y en a qui ont des pensées négatives anticipatoires. Vraiment, c'est des gens qui vont imaginer le pire scénario possible de prise de parole. Je tiens à préciser que si vous avez une question, une objection, n'hésitez pas à me couper la parole, d'accord? N'attendez pas forcément que je puisse arriver loin dans la présentation pour pouvoir me couper, d'accord? Donc, posez des questions en même temps que moi, c'est vraiment un échange pendant tout le long de la séance. On est bon par rapport à ça? C'est top. Ok, super. Donc, ça va être comme ça quelques ennemis de la prise de parole qui vont vraiment être nuisibles pour n'importe quel orateur. Et ici, l'idée, c'est qu'on puisse ensemble pouvoir voir ensemble quelques structures qui fait en sorte que vous puissiez prendre bien la parole et que surtout que ça puisse bien se passer pour vous. Alors, quel micro est ouvert? Jérémy, est-ce que tu peux bloquer ton micro s'il te plaît? Merci. Alors, déjà, pour commencer, on va faire en sorte de pouvoir balayer ça de manière un peu plus exhaustive. La dernière fois, on a discuté ensemble sur ce qu'on devait faire aujourd'hui. On est tombé d'accord qu'on devait parler de l'éthos. D'accord? Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir vraiment toutes les composantes déjà pré-prise de parole qui peut faire en sorte que vous puissiez en tout cas rater votre prise de parole. Et l'une des composantes, donc, c'est le stress. Est-ce qu'il est déjà arrivé à l'un d'entre vous d'être extrêmement stressé avant de pouvoir prendre la parole au point de vraiment rater sa prise de parole ou quelque chose comme ça? J'entends par stress vraiment les mains moites, la respiration qui s'accélère, souvent les idées qui deviennent confuses et tout ce qui va avec. Le stress, c'est un élément qui vous parle? Souvenez-vous, il y a la barre de discussion ou alors il y a le micro que vous pouvez délivrer pour pouvoir discuter. Oui, 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 oui. Je vois. Le stress, pour ma part, juste dans la mesure où c'est quelque chose de naturel et qu'il faut, avec un peu de pratique, essayer de l'appréhender. Quelque chose que je me suis énormément attelé à maîtriser. Magnifique. Alors, c'est effectivement important de pouvoir maîtriser hein, sa notion en fait de stress parce que après, qu'on le veuille ou non, chacun a une manifestation différente, d'accord, du stress. Ça ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Oui, j'ai Abdoulaye qui dit oui, ça vient naturellement et c'est normal. Oui. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un monde en perpétuelle accélération. L'idée du stress n'est pas seulement un stress lors des prises de parole, mais aussi, on va dire, la notion de stress est aussi intrinsèque dans la vie de tous les jours. Donc, souvent, le monde, comme il est en perpétuelle accélération, vit en fait une sorte de surcharge informationnelle, des stimulations constantes où on se mesure à tout le monde, où les défis professionnels et académiques s'enchaînent, et souvent, on se retrouve dans des crises sociales. Et un stress non géré va avoir des conséquences néfastes sur les performances qu'on va avoir en tant qu'orateur, et même en tant que personne tout simplement dans la vie de tous les jours. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais préciser qu'il y a deux types de stress. Un stress qui sera dit stress aigu et un stress qui sera dit stress chronique. Celui qui nous intéresse ici étant celui qui est aigu, c'est-à-dire celui que vous avez en tout cas à témoin 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de votre prise de parole. En général, ça va être déclenché par un événement spécifique qui va être donc la prise de parole.
Ça va durer quelques minutes, voire quelques heures. Ça sera intense. On a les mêmes mots et tout ce qui va avec. Ça se manifeste vraiment différemment chez les individus. D'autres vont vraiment avoir une naturalité à pouvoir encaisser ça, et c'est bien. Et voilà, ça a des effets vraiment physiques sur le corps. On se retrouve à trembler et souvent à vraiment mal gérer les choses parce que on n'arrive pas à pouvoir contrôler ce stress. Avant toute prise de parole, avant qu'on puisse parler de stress, il y a ce qu'on appelle des prérequis. D'accord? Ça serait vraiment difficile pour moi de pouvoir faire cette présentation sans commencer par les prérequis. Et ces prérequis sont assez évidents, mais pas forcément évidents pour tout le monde. Donc ça me paraît assez important qu'on puisse en parler quand même. Et ces prérequis sont les suivants. Déjà, avant de pouvoir prendre la parole, assurez-vous que vous avez préparé votre discours. C'est important. Et si vous ne préparez pas votre discours, vous augmentez en fait tout ce qui est facteur de stress et tout ce qui va avec. Vous devez être convaincu du message que vous êtes en train de vouloir livrer. En tout cas, vous devez faire en sorte au moins de vous convaincre du message que vous allez délivrer. Ce n'est pas souvent le cas, surtout avec les juristes qui souvent doivent défendre des sujets avec lesquels ils sont parfaitement en opposition. Mais l'art de délivrer un bon discours consiste à être un bon acteur, à se persuader à soi-même qu'on est tout à fait d'accord avec ce qu'on est en train de dire, et ça nous permet d'avoir une certaine cohérence devant l'auditoire. Il faut également comprendre son auditoire. J'ai l'habitude de le dire. On ne peut offrir à un public que du sur-mesure. C'est important de pouvoir le saisir. Le public qui est en face de nous, il faut pouvoir le comprendre pour savoir exactement ce qu'on va le donner. Et surtout, lors de prise de parole, il faut pouvoir savoir qu'est-ce que vous essayez de dire exactement aux gens qui vous écoutent. Donc, il faut pouvoir avoir un objectif clair, très clair, de ce que vous allez leur dire. Ceci dit, maintenant on peut plonger dans tout ce qui est stress. Je vous ai dit, on va parler du stress aigu. Alors, ici, l'idée, c'est pas qu'on puisse vraiment revenir sur tout ce qui est notion de stress et puis perdre de temps sur ça. L'idée, c'est de vous donner des astuces qui peuvent vous permettre de pouvoir vous en sortir une fois que vous êtes vraiment devant une situation de stress aigu. D'accord? Et parmi les astuces qui vont vous aider, il y a donc, comme ça, la respiration. Souvent, ici en Afrique, on dit que la respiration ne marche pas. Ne marche pas en général, tout simplement parce que les gens l'utilisent mal. L'idée ici, c'est de pouvoir comprendre que, médicalement parlant, scientifiquement parlant, une respiration profonde détend naturellement la personne. D'accord? Surtout pour moi qui est un étudiant en médecine, je sais ce que c'est. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir inspirer lentement jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'espace pour pouvoir inspirer et de pouvoir expirer très lentement. Pourquoi ça marche? Ça marche déjà parce que ça diminue la pression artérielle, ça active le système nerveux parasympathique et ça détend automatiquement. Pouvoir le faire, en tout cas avant de pouvoir prendre la parole, ne serait-ce que 2, 3, 4 fois, permet déjà de faire en sorte que le niveau de stress puisse diminuer et permet d'avoir un ascendant comme ça donc sur l'état physique que vous avez avant d'aller prendre la parole. Et rien que ça, c'est déjà en soi quelque chose qui va beaucoup vous aider lors des prises de parole. Il peut se trouver aussi que suite à la situation de stress, vous puissiez être là en train de trembler comme une feuille. Moi, ça m'est déjà arrivé, avant de prendre la parole, d'être littéralement en train de vibrer. Mais alors, littéralement en train de vibrer, parce que j'étais très stressé. Je devais prendre la parole devant des gens qui étaient assez intelligents et ils m'impressionnaient déjà de base. Et donc, j'étais assez stressé je me disais, mais si je dis un mot de travers, je suis complètement foutu. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les situations où vous tremblez, d'accord, il y a cette technique donc qui est assez intéressante, qui aide dans ces situations-là. Ça va être de pouvoir contracter fortement le muscle qui est en train de trembler et de le relâcher. Donc, on fait une compression très forte et après on lâche et ça fait en sorte que le tremblement puisse s'arrêter tout de suite. Ça marche, ça a marché pour moi, ça a marché pour beaucoup de personnes que je coachais et croyez-moi, ça peut vous sauver la vie si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de trembler avant de prendre la parole. Il peut se trouver aussi que vous puissiez être déjà devant l'auditoire et que c'est pendant que vous êtes devant l'auditoire que vous vous mettez à trembler. Dans ce genre de situation-là, ce qui est recommandé, on n'est peut-être pas en présentiel, j'allais peut-être l'illustrer malheureusement, mais ce qui est recommandé, c'est de pouvoir
faire des petites contractions et de relâcher au fur et à mesure, de manière comme ça répétée. Et ça fait en sorte que vous puissiez diminuer de manière progressive, lentement, les tremblements et arrêter donc comme ça de trembler. Ça marche. Donc la prochaine fois que vous vous retrouvez devant un auditoire ou avant de pouvoir se retrouver sur le pupitre, si vous tremblez à vraiment à ne plus finir et que vous êtes littéralement en train de vibrer, cette petite astuce de contraction et relaxation peut aider beaucoup à ce que vous puissiez vous détendre. Alors l'autre, on va dire, antidote au stress qui peut vraiment, mais alors vraiment vous aider, ça va être le rire. Oui, le rire est un antidote puissant. Savoir que le rire sécrète une hormone qui s'appelle l'endorphine, qui a des effets contrairement à des effets contraires à l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress. Le rire détend, d'accord, naturellement les muscles, ce qui favorise que vous puissiez arrêter de trembler. Et le rire favorise en fait un bien-être naturel chez la personne qui, soit c'est la personne qui se fait rire ou c'est la personne qui est en train de rire. Ce qui fait que raconter des blagues ou placer un élément d'humour dans votre discours peut vraiment, mais alors vraiment, détendre l'atmosphère et baisser considérablement votre niveau de stress. Ça peut marcher pour vous et ça peut marcher pour les personnes qui sont en train de vous regarder. On a toujours eu l'habitude de dire que lorsque vous prenez la parole devant un auditoire, le stress est contagieux. Parce que si vous stressez et que ça se fait voir, vous stressez également les gens qui vous regardent. Et c'est complètement un processus inconscient. C'est que vous allez finir par transmettre votre stress chez le public qui vous regarde. Et donc l'idée, c'est de pouvoir trouver dans le discours un moyen de faire rire le public ou de vous faire rire vous-même. Ça détend tout de suite l'atmosphère et ça fait en sorte que vous puissiez être à l'aise lors du discours. Est-ce que avec la gestion du stress, en tout cas pris comme ça de manière ramassée, avec les trois astuces que j'ai données, à savoir la respiration, la contraction des muscles et le rire, il y a des questions ou des suggestions, je ne sais pas, des avis, des objections ou peu importe, des commentaires, des apports, des suppléments d'informations. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur la gestion du stress vraiment de manière ramassée comme ça? C'est vrai qu'on n'a pas creusé sur ça, mais vraiment de manière ramassée, avant qu'on puisse passer à l'éthos proprement dit. J'ai Jérémy dans la barre de discussion qui me dit ça va. Pour les autres? Pour les autres? Fousseinou, Abdoulaye? Fousseinou qui dit c'est clair. Abdoulaye, est-ce que tu es là? Est-ce que Abdoulaye est là? Non, il est connecté, mais il semble qu'il n'est plus là. Alors, il semble qu'il y a une autre personne dans... Oui, Abdoulaye répond, c'est clair. Il est là, Abdoulaye. Alors... Ah, ok. Je pensais qu'il y avait une autre personne qui était dans le chat. Ok, super. Alors, la dernière fois, j'étais donc en train d'expliquer, on va dire, le triangle de la rhétorique d'Aristote, qui parle donc du logos, du pathos et de l'éthos. Alors là, on va entrer, on va dire, dans le fond. Ok, il y a Abdoulaye qui dit problème de connexion, mais je suis là. Ok, on est ensemble. Donc là, on va entrer proprement dit dans l'éthos. L'idée étant de pouvoir voir avec vous tout ce qui est base de l'éthos et aussi de pouvoir voir ensemble quelques discours que j'ai préparés pour pouvoir analyser en fait ces discours-là et qu'on puisse ensemble voir vraiment de quoi est constitué l'éthos et comment est-ce qu'un orateur donc construit une certaine crédibilité. D'accord? J'étais en train de dire la dernière fois que l'éthos, c'est la crédibilité de l'orateur devant un public. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une conférence et qu'on a annoncé un orateur, quand il se présente devant l'auditoire, qu'est-ce que vous pensez de lui? Il n'a pas encore dit un seul mot, il n'a pas encore parlé, mais vous avez forcément déjà une opinion de lui. Ça peut être une opinion basée sur ce que vous avez entendu dire de lui, ça peut être une opinion basée sur sa posture, sur sa gestuelle, sur son style vestimentaire, ou alors quand il va dire bonjour, ça peut être une opinion basée sur comme ça sa voix, sur
Donc, l'idée, c'est de comprendre que l'éthos, c'est la crédibilité que l'orateur renvoie une fois qu'il est en face de vous. Alors, attention, nous allons voir l'éthos, mais ça ne veut pas dire que c'est l'éthos qui fait tout. D'accord? La symphonie persuasive, ça va être vraiment logos plus ethos plus pathos. Pour avoir l'impact maximal qu'on recherche, il faut en fait un certain alignement des trois. L'idée étant que on puisse avoir une ethos solide, ancrée, d'accord, où on sait que le public nous fait confiance. On puisse avoir un logos clair. On va revenir donc sur la problématique de la structuration lorsqu'on va voir le logos, d'accord, pour faire en sorte que le message puisse avoir du sens, et on va avoir un pathos pertinent pour faire en sorte que le message puisse être émotif et puisse toucher, d'accord. Et c'est cette combinaison des trois qui fait en sorte qu'on puisse être vraiment impactant lorsqu'on est devant un auditoire. C'est ça qui crée une communication irrésistible. C'est ça qui fera en sorte que vous puissiez être un orateur hors pair, et c'est ça qui fera en sorte que vous puissiez vous démarquer des autres. Seulement une composante claire de l'union des trois. D'accord? Alors, l'apparence égale la compétence. En tout cas, dans l'esprit de la majorité des gens, c'est le cas. Et c'est la base même de l'éthos. Les gens décident s'ils t'écoutent avant que tu puisses ouvrir la bouche. J'ai souvent entendu dire « l'habit ne fait pas le moine ». Alors, c'est une citation qui est certes vraie en apparence, mais sachez que les gens vous jugent toujours en fonction de la manière dont ils vous voient. Et c'est un jugement qui est complètement inconscient. Ils ne sont pas, en tout cas, dans un jugement actif, mais plutôt dans un jugement passif où, dès qu'on vous voit, on vous juge tout de suite. Dans l'inconscient collectif, en fait, l'apparence égale la compétence. Et la vérité, c'est que vous n'avez qu'environ 7 secondes pour faire naître la confiance chez le public qui va vous écouter. Et c'est pourquoi avoir une ethos complètement ancrée fait que le public puisse être avec vous ou pas. D'accord? Donc, l'éthos, ça sera donc ton autorité silencieuse. C'est ça qui fera en sorte que tu puisses te démarquer. Alors, je vous l'ai dit la dernière fois, chez MindUp, nous, on étudie l'éthos sur 6 configurations. D'accord? On va voir ensemble ici chacune de ces configurations et on va voir aussi quelques discours pour faire en sorte d'asseoir cette configuration, chaque configuration. Les 6 configurations sont les suivantes. Donc, on avait parlé la dernière fois de la dimension conceptuelle qui est la réputation de l'orateur. On va parler de la posture qu'il va avoir. On va parler du style vestimentaire. On va parler de la gestuelle. On va parler du regard et on va parler de la voix. Alors, posture, style vestimentaire, gestuel, regard va constituer le non-verbal. Et la voix en soi va constituer le verbal. À savoir que l'empreinte sonore, comme on dit, la voix, ça va vraiment être tout un chapitre où on va voir ensemble, en fait, tout ce qui constitue vraiment la magie de pouvoir capter l'attention avec votre voix, les variétés vocales et ainsi de suite. D'accord? Donc, commençons déjà avec la première configuration. Avant ça, même, hein, tu ne sauras jamais écouter tant que ta présence ne parle pas pour toi. Phrase très, très intéressante. La première configuration, ça va être donc la dimension conceptuelle, la réputation que vous avez quand vous prenez la parole. Alors, tu es une idée, un mythe, un concept avant d'être une voix. À quel point c'est vrai? Dites-moi ce que vous pensez de cette phrase. Tu es une idée, un mythe, un concept avant d'être une voix. Qu'est-ce que ça vous inspire ou qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous comprenez par le fait d'être une idée, un mythe, un concept avant d'être une voix? On va commencer par Jérémy. Jérémy, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux nous dire, quand tu vois ça, tu es une idée, un mythe, un concept avant d'être une voix, qu'est-ce que ça te parle? Alors, vu comme ça, à chaud, Exactement, c'est que... Pardon? C'est ça l'idée, c'est que ça puisse être à chaud, que tu puisses commenter, oui. Tout à fait. C'est que on doit incarner un certain nombre de valeurs. On doit pouvoir nous identifier par rapport à ce qu'on fait ou par rapport à ce qu'on a déjà fait. Que ces choses puissent parler bien avant qu'on ouvre la voie. Je suis tout à fait d'accord.
tout à fait d'accord avec ça. Abdoulaye, Ousseynou, qu'est-ce que vous en pensez? Abdoulaye, Ousseynou, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes une idée, un mythe, un concept avant d'être une voix. Alors, je vois le micro d'Abdoulaye ouvert, mais je ne l'entends pas. J'ai une idée. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui. En fait, j'ai une idée par rapport à la configuration. Voilà, c'est-à-dire quand un orateur parle, il doit imposer sa voix, voilà, avoir une bonne posture pour convaincre le public. Ok. Alors, ici, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que, supposons par exemple que je vous montre tout de suite un discours d'Obama, d'accord? Avant que vous puissiez commencer à l'écouter, vous aurez déjà une certaine opinion de comment sera le discours. Il y a Fousseinou qui a levé la main. Fousseinou, vas-y, tu as la parole. En fait, merci monsieur. Oui. Je pense que si on lit les propos d'utiliser une idée, en mettant comme ça avant d'être une voix d'abord, l'ensemble de ces concepts-là, idées, but et concepts avant d'être une voix, on fait référence d'abord la personnalité de l'orateur, on fait référence à l'orateur. Ça veut dire on essaie de deviner, par exemple, si ce sont les 100 lexicaux, par exemple, si on est par exemple de trouver les 100 lexicaux, on fait référence à l'orateur. Ça veut dire on essaie de dire, par exemple, l'orateur, ça veut dire c'est la perception qui précède la réalité. On essaie de montrer, par exemple, avant la réalité arrive, on va avoir d'abord, ça veut dire l'auditoire va essayer d'avoir une certaine opinion sur l'orateur. D'abord, c'est la perception qui va venir avant la réalité. Du moment où l'orateur sur le podium, avant qu'il commence à ouvrir sa bouche d'abord, l'auditoire est là, il y a certains qui vont essayer de juger, n'est-ce pas? C'est la perception de l'auditoire. Maintenant, une fois que, avant d'être une voix, une fois que l'orateur commence à parler là, on va voir sa réalité. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est là pour dire? Moi, je pense qu'à mon niveau, c'est ça qu'on essaie de dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, c'est que c'est exactement comme tu le dis. Si je mets actuellement un discours d'Ousmane Sonko, avant de pouvoir écouter Ousmane Sonko, vous avez une certaine conception, une idée, d'accord, une certaine imagination de qui est Ousmane Sonko, et c'est ça qu'on appelle vraiment la dimension conceptuelle. C'est la réputation que vous avez dans la société, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous dites dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous tenez votre parole ou pas? Est-ce que vous respectez vos principes ou pas? Est-ce que vous êtes assez cohérent? D'accord? Et vous construisez votre dimension conceptuelle à travers vos interactions dans la vie de tous les jours. Vous rencontrez dans la vie de tous les jours des collègues, la famille, les voisins, et ainsi de suite. Vous discutez avec eux et ceux-ci ont une certaine image, une certaine conception de vous. Vous avez une certaine réputation et cette réputation, vous en êtes responsable. C'est toi qui construis ta réputation chaque jour qui passe et c'est toi qui fais en sorte que ta réputation puisse être bonne ou mauvaise. Alors, ce qui se passe, c'est que ta réputation, tu la construis non pas seulement aussi avec des interactions sociales, mais surtout avec ta présence en ligne. Les statuts que tu mets sur les réseaux sociaux, la photo de profil que tu as mis sur ton Facebook, sur ton WhatsApp, sur ton Instagram, sur ton LinkedIn, on dit en général très long sur qui tu es, sur quels sont tes centres d'intérêt, sur ce que tu aimes, sur ce que tu détestes. Et il y a souvent des gens qui disent oui, mais si vous suivez mes statuts, je suis immature, justement parce que tu es immature que tu mets ce genre de statut, ça en dit long sur toi. Tu ne fabriques pas quelque chose, donc d'accord. Ce que tu es, c'est ce que tu montres. Et ça, c'est tout à fait vrai. Ce qui se passe, c'est que vous devez absolument, tu dois absolument construire une dimension conceptuelle ou une réputation qui va avec l'orateur que tu veux être. Si tu aspires à être président de la République, ministre des Finances, ou quelque chose, en tout cas du même genre, il en va de soi que tu puisses poster tout ce qui est, par exemple, de la santé, quand tu vises le ministère de la Santé, il en va de soi que tu puisses parler souvent de ça, il en va de soi que tu puisses faire des études sur ça, il en va de soi que tu puisses t'intéresser à ça, participer à des conférences où on en parle, et ainsi de suite. D'accord? Ça te fait bâtir une réputation
de quelqu'un qui s'intéresse à ça. Et donc, le jour où tu diras que voilà, ça m'a toujours intéressé, personne ne va s'étonner parce que tu as toujours été orienté vers cette direction-là. La réputation, c'est vous qui la bâtissez. Et donc, ça passe par avoir une réputation qui est en parfaite harmonie avec vos ambitions futures. Donc, ça passe aussi à avoir, on va dire, une certaine cohérence dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est important. Donc, ton positionnement visible, comment tu te présentes, tes choix assumés, et surtout, le storytelling que tu fais de toi-même. Quand tu parles de toi, comment est-ce que tu parles de toi? Est-ce qu'à chaque fois, on écoute des histoires comme quoi, ah oui, moi, ça ne marche pas pour moi, ah oui, moi, j'ai tel problème, ah oui, moi, ah oui, moi. Est-ce que c'est toujours des plaintes qu'on entend de toi? Parce que si c'est le cas, dans ce cas, tu as construit toi-même une réputation de quelqu'un de plaintif. Est-ce qu'à chaque fois que tu parles de toi toujours en héros? Ah oui, moi, un jour, je suis allé, j'ai fait ceci, j'ai rencontré telle difficulté et je l'ai surmonté. Ah oui, moi, un jour, on est allé là-bas, on a fait ceci. Est-ce que c'est de ça que tu parles? Parce que si c'est le cas, tu as construit toi-même une réputation de quelqu'un qui surmonte des obstacles. Ce qui est à retenir, c'est que tu dois imposer le respect, la méfiance, la crainte, même quand tu es silencieux. Ça, c'est ce qui est important. L'orateur construit lui-même sa propre réputation et sa réputation parle avant lui. C'est une dimension de l'éthos à ne pas négliger. C'est la première dimension de l'éthos et c'est ça qui fait en sorte que souvent le public puisse ou pas nous entendre. Il se trouve que peut-être les gens ont une mauvaise image de toi et donc au moment où tu prends la parole, ils sont déjà déconnectés avec tout ce que tu vas dire. Et ça, c'est dommage. Est-ce qu'il y a une question sur la première configuration qui est la réputation ou la dimension conceptuelle avant qu'on puisse passer à la deuxième? J'ai une question par rapport à la dimension conceptuelle. Oui. Étant donné qu'à chaque principe, il y a des exceptions, Oui. quelle serait l'exception de ce dernier? Quelle sera l'exception du principe de la dimension conceptuelle? De base, le principe, il est là pour faire en sorte que la réputation que tu as puisse parler avant toi devant, devant n'importe quel auditoire donné. Maintenant, l'exception que je trouve, que je vois dans ce genre de cas, c'est peut-être que tu puisses avoir une réputation autre que celle que tu es en train de vouloir présenter à l'auditoire. Et dans ce genre de cas-là, en général, tu vas tout miser sur la présentation face-to-face avec le public que tu es en train de vouloir séduire. Il se peut que tu puisses, par exemple, je prends un exemple, avoir une image de politicien très, très sérieux, toujours en costard, et que tu dois prendre la parole devant, je ne sais pas moi, des personnes qui traînent souvent voilà, dans des endroits comme des boîtes de nuit, et ainsi de suite. Alors, on a affaire peut-être à des footeux, des gens qui aiment le football, et ainsi de suite. Alors, l'idée, c'est que tu as là, tu ne vas pas venir en costard, cravate, devant ce genre de personnes. Le public t'impose que tu puisses à peu près au moins parler leur langue. Et donc, dans ce genre de cas-là, l'exception, ça sera de pouvoir manager comme eux, de pouvoir s'habiller, en tout cas, en veillant à être responsable, t'habiller quand même de telle sorte que tu puisses t'identifier à eux pour faire en sorte de leur parler. Donc, c'est la seule exception que j'arrive à voir dans ce contexte-là. Je ne sais pas si on est bon par rapport à ça. Ça va. En tout cas, c'est une discussion. Tu as une objection, n'hésite pas. Hein. C'est vraiment une discussion. D'accord. Ok, super. Je vois Abdoulaye qui dit, donc on peut dire que l'éthos, c'est le facteur fondamental de la prise de parole en public. Oui, je vous l'ai dit la dernière fois. Chez MindUp, nous avons une marge de progression que nous avons en interne et la marge de progression commence déjà par la maîtrise de l'éthos. On ne devient pas orateur en maîtrisant autre chose, vraiment en sautant l'éthos. C'est pas possible. Quand on veut devenir un très bon orateur et quand on entre dans une école d'art oratoire, on commence d'abord par l'éthos. Et ça commence déjà par ta vie de tous les jours. Les interactions que tu as avec les gens autour de toi, avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues professionnels, voilà. Ça passe déjà par là. C'est-à-dire, commence déjà par arranger ça
avant de vouloir aller arranger quoi que ce soit, avant de pouvoir corriger ta posture et ainsi de suite. Commence déjà par arranger ça. Si tu es quelqu'un qui n'est pas intègre, qui a une réputation sulfureuse, ne t'étonne pas que tes prises de parole ne puissent pas marcher. Si tu es quelqu'un qui est déjà quelqu'un de peu recommandable, de pas aimable du tout, ne t'attends pas à ce que tes prises de parole puissent pas accepter. Tu as beau être l'homme le plus éloquent du monde, peut-être que les gens ils vont absolument zapper ce que tu dis, parce que tu es désagréable, parce qu'on ne t'aime pas. Donc l'éthos, la dimension conceptuelle, la réputation que tu as, c'est vraiment la base de toute prise de parole. Il y a des gens qui ont réussi des prises de parole alors qu'ils ne savent absolument pas parler, mais juste parce que les gens les aiment tellement, ils sont tellement aimés des gens, ils ont vraiment une posture de merde, une voix de merde, mais à l'instant où il prend la parole, tout le monde l'écoute. Bah c'est simple, tout le monde l'aime. Donc ça fait la différence, d'accord? Alors, si on est bon, on va tout de suite commencer avec la deuxième configuration qui est la posture. Alors là, je vous invite à être assez concentré parce que ça va prendre une tournure beaucoup plus technique. Alors, on va commencer avec... laissez-moi voir. Ok, on va commencer avec ce discours. Rassurez-moi que vous voyez bien l'écran. Bien de mon côté. Ok, super. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer le son, d'accord? Parce que je peux laisser le son, je pense que vous allez entendre. Voilà. Mais ça va faire du boucan pour rien, je vais bloquer le son parce que c'est pas notre objectif. Alors, vous allez juste regarder sa gestuelle et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, je vais laisser ça peut-être tourner pendant 30 secondes. Voilà, regardez là. Regardez ses yeux, regardez la main qui touche le cœur. Regardez comment elle regarde le public, comment elle balaye du regard. Regardez là. Regardez le petit sourire, un rictus au coin. Regardez comment elle pivote du regard. Regardez le calme qu'elle a. Regardez la stabilité de ses épaules. Regardez la sincérité des mains, comment elle les montre en évidence. Voilà, essayez de la regarder. Ok. À partir de là, j'aimerais déjà qu'on puisse faire une petite analyse sur ce petit extrait. Prenez la parole et dites-moi ce que vous pensez, en tout cas, de sa prestation. Est-ce que vous pensez que, telle qu'elle est présentée là, c'est une bonne prestation? La parole est à qui veut la prendre? Jérémy, Abdoulaye. Fousseinou, allez-y. Oui. Bon, Fousseinou. Fousseinou, vas-y. Encore pour la parole. Madame, je pense que c'est bon à mon niveau. Ça veut dire la parole reste et ces gestes accompagnent très bien en fait. Et tout ça, il touche le cœur, ça veut dire très bien émotionnel. Et regarde, et ça bouleverse, ça veut dire, et regarde à gauche, à droite. Ça veut dire, Ok. C'était Fousseinou qui parlait, n'est-ce pas? C'est bien Fousseinou? C'était moi au départ. Oui. Oui. Alors, j'aimerais, parce que le truc c'est qu'on t'entend presque pas. Ce serait mieux que tu puisses plutôt écrire. J'ai l'impression que tu as un problème de connexion. Parce qu'on t'entend presque pas. Donc, ce que tu vas faire, écris-nous dans la barre de discussion les mots qu'elle t'inspire, c'est-à-dire calme, détendu, apaisé, je sais pas. Voilà, tu nous écris ça ou tu nous mets des phrases. En tout cas, je vais les lire pour toi. Mais là, vraiment, on t'a pas entendu, je te jure. Alors, vas-y, Jérémy, dis-nous. Alors, le visionnage, déjà, Michelle Obama, elle a l'habitude de vouloir, de très souvent susciter de l'empathie et à créer une proximité. Ok. Donc, l'empathie, on a déjà vu la main sur le cœur, le sourire, vouloir créer une proximité avec l'auditoire, déjà. Et cela passe par beaucoup de maîtrise et une sorte de faux naturel. Ok.
plus un naturel auquel on lui connaît que son naturel réel. Ok. D'accord. Donc, telle que présentée, est-ce que tu penses qu'elle est bien? Est-ce que tu penses que vraiment tu achètes? Là, tout de suite, non. Ouais, par rapport à ce que tu as vu. Enfin, il faut que je m'aveugle du fait que ce soit Michelle Obama. Mais sinon, c'est pas Alors, suffisant pour moi. il faut que Pas tu t'aveugles suffisant. du fait que ce soit Michelle Obama. Ouais, le problème, c'est ça. C'est ça d'où l'importance de l'éthos dont vous avez évoqué sur la dimension conceptuelle. On Alors sait, là, on peut bien voir que vraiment la réputation, même la dimension conceptuelle de l'orateur va vraiment jouer de beaucoup dans le fait que vous puissiez acheter ou pas son discours. Parce que là, c'est comme lui, il dit, Jérémy, il faut que je puisse m'abréger du fait que c'est Michelle Obama pour pouvoir, voilà, parce qu'il sait que c'est Michelle Obama. Vous voyez un peu? Ok, il y a Fousseïnou qui dit, elle respecte les règles d'art de la posture, c'est bon pour ce que ces gestes, parce que ces gestes accompagnent ces dires. Il y a Abdoulaye qui dit, il a bien maîtrisé les techniques de la prise de parole en public, son sourire, la posture, le regard, comme quelqu'un qui construit une ligne brisée. J'ai pas trop bien compris la fin. Une ligne brisée. D'accord. Alors, ici, on va voir ensemble donc la deuxième configuration de l'éthos qui est la posture. Parce que c'est sur ça que je voulais qu'on puisse discuter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord présenter sur la posture. Après, on va voir ensemble quelques discours et on va analyser ces discours en termes de posture. D'accord? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps parle avant votre bouche. Ça, je pense que c'est la base de toute communication, ce qu'il faut comprendre. Alors, avec la posture, qu'est-ce qu'il faut retenir exactement? La posture doit être droite, ancrée, d'accord? Il faut aussi que votre posture puisse être assez stable et assez synchrone avec votre gestuelle. Alors, ici, je ne sais pas si vous notez, si vous avez des blocs-notes, mais ce que je vais dire là est très important, surtout pour la pédagogie. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que un orateur est stable? Alors, en général, ce que je suis en train de dire, je précise que c'est la règle générale. L'art oratoire, c'est la capacité à pouvoir trouver son propre style. Donc, ça veut dire que chez vous, il se peut que même avec une posture qui n'est pas, on va dire, stable, vous puissiez être achetable. C'est-à-dire que quand on vous voit, en tout cas, on a envie de vous écouter. Et votre posture ne dérange pas. D'accord? Mais ce que je dis là, c'est le standard. C'est ce qui marche, c'est tout le monde. Mais il se peut que, voilà, il y ait des exceptions. Alors, commençons donc avec la stabilité. La stabilité d'un orateur se voit au niveau des épaules. Quand vous êtes, je pense que j'ai des images, au lieu de souffrir comme ça. Bon, j'ai pas d'image malheureusement, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. La stabilité d'un orateur se voit au niveau des épaules, d'accord? En général, vous verrez que les épaules, les deux épaules, forment une droite horizontale. Et cette droite reste alignée pendant toute la durée du discours. En général, dans ce genre de cas-là, on sait que l'orateur est stable. Et comment il fait pour que ses épaules puissent garder la même tendance? Alors, ici, je vais switcher jusqu'à là. Sur le diapo que vous avez à l'écran, vous pouvez voir donc avec moi que il y a un homme qui est devant un pupitre qui va s'apprêter donc à faire un discours, d'accord? Alors, vous pouvez voir que à chaque fois, il y a des points, enfin, il y a des points verts, comme ça ici, qui semblent tracer une ligne droite, d'accord? Alors, ici, juste ici, il y a une articulation. C'est au niveau des pieds. Ensuite, il y a une articulation au niveau des genoux. Ensuite, il y a une articulation au niveau des hanches. Ensuite, il y a une articulation au niveau des épaules. Et ensuite, il y a la tête. La tête, ce n'est pas une articulation, c'est juste un point pour indiquer que c'est la tête, d'accord? Alors, il faut que les trois articulations telles que présentées, celle de la hanche, celle du genou et celle du pied, puissent être parfaitement alignées quand vous êtes
en art oratoire. Et on appelle ça une posture en H, de telle sorte que les pieds puissent être au même niveau que les épaules. Donc, vous êtes debout en H. Et on va l'illustrer tout à l'heure. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, ne vous en faites pas. On va le voir tout à l'heure avec quelques discours qu'on va voir ensemble. On va voir en fait cette structure en H. Et c'est parce que vous avez cette structure en H qu'au niveau de vos épaules, vous êtes complètement aligné. Donc, de profil, si vous êtes de profil, tel que nous sommes ici, la stabilité de l'orateur va se voir avec cette ligne droite qui est marquée comme ça. D'accord? C'est-à-dire que l'orateur, vous allez vraiment constater que on a vraiment les articulations qui sont disposées en ligne droite. Celles du pied, du genou, de la hanche et des épaules. Donc, l'orateur est droit. Et ça lui donne une posture ancrée dans le sol. Ok? Et au niveau des pieds, ici, juste en bas, ce qui est conseillé, c'est d'avoir des pieds qui suivent donc comme ça l'alignement des jambes. Il ne faut pas que vous puissiez être debout comme Cristiano Ronaldo qui s'apprête à tirer un coup franc. En général, pour les hommes, ils ont en général dans les événements professionnels des chaussures à bout pointu. Si vous avez des chaussures à bout pointu et que vous êtes debout comme Cristiano Ronaldo, vous allez tout de suite voir que c'est désagréable à la vue. L'idée est donc que vous puissiez être debout avec les pieds qui suivent l'alignement des jambes. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre quand je dis ça. C'est idem avec les dames. Je ne pense pas qu'il y ait une dame dans le webinaire. Mais en tout cas, si elle a des ballerines, elle a des talons, ça sera vraiment désagréable de la voir en position Cristiano Ronaldo. Donc pour les dames, parce que le webinaire est enregistré, si vous voyez ceci, sachez que position Cristiano Ronaldo, c'est vraiment vos pieds qui regardent vraiment en diagonale au lieu de regarder droit devant vous. Ok? Donc la stabilité, je redis pour me faire comprendre, va se voir de profil en voyant vraiment cette ligne droite et va se voir de face en regardant les épaules de la personne. C'est comme ça qu'on juge qu'une posture est stable ou pas. L'idée, c'est aussi de comprendre que la posture peut être désagréable si vous avez des épaules voûtées. Ici, on a deux cas de figure. On a un cas de figure où on a comme ça une qui a des épaules voûtées, une dame qui a des épaules voûtées, et une autre figure où elle a des épaules, on va dire droit. D'accord? Alors, pour ceux qui sont minces, en général pour les ectomorphes, comme moi, avoir ce genre de dos voûté là baisse le charisme quand vous êtes devant un auditoire. Parce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas solide, vous n'êtes pas ancré. D'accord? Alors qu'avoir un buste bien surélevé, bien droit, qui pointe comme ça, vers le haut, vous donnera tout de suite beaucoup plus de charisme. Et d'ailleurs, ça peut se voir même sur l'image. Est-ce qu'on est bon par rapport à ça? L'autre, c'est aussi de comprendre que dans les postures où vous êtes debout, ça va être comme ça, d'accord? Et dans les postures où vous êtes assis, ici, l'idée c'est de comprendre que peu importe comment ça se présente, même si vous êtes en face, d'un bureau, peu importe, l'idée c'est d'envoyer les fesses au fond de la chaise. C'est très important parce qu'il y a des gens qui mettent les fesses au milieu et qui, au moment de s'adosser, il va avoir en fait une sorte d'espace entre là où ils ont mis les fesses et le fond de la chaise. D'accord? Et c'est très désagréable à la vue. Ça donne souvent une posture qui n'est pas présidentiable, qui n'est pas charismatique et qui laisse à désirer. L'idée, c'est d'envoyer les fesses au fond de la chaise pour avoir cette posture-là avec les pieds, encore une fois, qui pointent en suivant donc les jambes, avec son buste surélevé. Vous pouvez croiser les pieds si vous voulez, à savoir que sur ça, il y a deux écoles de pensée. La première, elle est scientifique. Elle dit que les garçons, les hommes, quand ils croisent les pieds, ils compriment donc quelques veines des testicules, ce qui peut favoriser la survenue de varicocèle et la survenue de pathologies testiculaires. Et la deuxième école, c'est celle du leadership, qui dit que cette position, c'est une posture de leader. À vous d'en faire ce que vous voulez. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Décidez de ce que vous allez faire, si vous allez l'utiliser ou pas, ou si vous allez l'utiliser avec modération. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette posture-là, elle est bien, elle est charismatique, que ce soit pour les dames ou que ce soit pour les hommes. D'accord? En général, les dames, elles ont les jambes jointes. C'est extrêmement, extrêmement désagréable, même pour les dames qui portent des pantalons, de voir une dame avec des jambes écartées. C'est très, très, très désagréable. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'en termes de posture, vous puissiez refléter ça. Je parle ici de la posture, je ne parle pas de la gestuelle, je parle ici de la posture que vous avez.
pendant que vous êtes devant un auditoire, assis ou debout. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant que je puisse passer aux illustrations? Tout ça, c'était théorique. Maintenant, est-ce qu'on peut passer Pas de question. Ok, super. Donc, je vais passer aux illustrations. On va commencer avec... Ok, super, super Abdoulaye. On va commencer avec donc... On va commencer avec ce discours. Je vais faire la même chose, je vais couper le son parce que je veux que vous puissiez m'entendre, parce que je vais commenter un peu. Ok, ici on peut voir que c'est un discours donc de Barack Obama. Alors la caméra est un peu proche, malheureusement. Ok, je vais revenir juste au début pour vous montrer la posture qu'il avait au début. Ok, super. Alors ici, on peut voir déjà, premièrement, on est en train d'évaluer donc le discours de Barack Obama avec une image ou avec une vidéo de face. Là, on est de face. Et on peut voir au niveau de ses épaules, déjà, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir mon curseur, je ne pense pas. Mais on peut... Attendez. Est-ce que mon curseur, il est visible ou bien? Oui, il est visible. Oui, il est visible. Ok. Donc, on peut voir ici, d'accord, au niveau des épaules, que c'est ici qu'on va jauger de sa stabilité. D'accord? En termes de posture. Ok. Excusez-moi. Voilà. Je vais laisser couler la vidéo. Là, il fait un clin d'œil. Ok. Ici, on peut revenir un peu pour voir. Malheureusement, je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir. Bon, c'est pas grave. On va aller sur un autre discours, mais vous avez au moins pu constater la stabilité au niveau des épaules, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Je vais aller prendre un autre. Je vais aller prendre un autre discours. Ici, cette dame, elle s'appelle Fonta. Très belle. Elle est sénégalaise, je l'aime beaucoup. Alors, ici, on peut voir un peu aussi avec Fonta comment est-ce qu'elle s'y prend en termes d'art oratoire. Alors, déjà, la première chose à remarquer, c'est que avec Fonta, en général, Fonta n'a pas de posture en H. Hein. C'est pas la première fois que je regarde, en tout cas, un de ses discours. En général, elle n'a pas au niveau des pieds une posture en H, mais ça marche avec son style parce que ses épaules montrent une stabilité. Ici, on peut regarder au niveau des épaules qu'il n'y a pas vraiment un rabattage des épaules pour faire en sorte de la montrer instable. On voit que pendant qu'elle s'exprime, d'accord, elle est assez posée. Ok? On peut voir qu'elle a une posture qui est ancrée. Elle présente bien. En tout cas, à la voir comme ça, en tout cas, on achète. Aussi, ce qui est important, on va peut-être le voir avec la gestuelle, c'est la manière de pivoter. Ici, on peut voir avec Fonta, par exemple, que quand elle pivote, vraiment, ses épaules sont toujours stables, malgré qu'elle est en train de pivoter. Ça donne l'impression qu'elle n'est pas en train de danser sur l'auditoire. Vraiment, c'est très stable. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut. On peut constater vraiment la stabilité des épaules, d'accord? On peut constater qu'elle est droite, qu'elle est ancrée, d'accord? Elle n'a pas les épaules voûtées. Elle a une posture qui est ouverte et elle a une bonne gestuelle, mais on va y revenir tout à l'heure avec la gestuelle. Voilà. Voilà. Ok. Je suis en train de chercher en fait une illustration de tout à l'heure de Michelle Obama. Voilà, au Sénégal. Je l'ai trouvée. Alors, elle est là. Elle est là, elle est là. Alors, lors de cette illustration, on peut voir comment... Ok. Alors, malheureusement pour nous, hein, il y a ce petit
cette petite note là qui vient barrer un peu sa posture. Mais en tout cas, en tout cas, je pense qu'elle est celle qui respecte vraiment le plus cette position en H. Là, elle est en H. On peut vraiment voir qu'elle sera stable tout le long du discours qu'elle va faire. Et surtout en termes de posture, l'une des choses sur laquelle il faut que je puisse marteler, c'est au niveau du tronc. Le tronc ne bouge pas. Ici, vous pouvez voir que le tronc est parfaitement immobile. C'est ça qui donne une certaine sérénité, un certain charisme quand vous êtes devant l'auditoire. Le tronc est parfaitement immobile. Alors le tronc, c'est, on va dire, voilà, poitrine, ventre, ça on appelle tronc 1, d'accord? Donc c'est cette partie-là. Le tronc est pivoté tel que là, elle a pivoté, voilà, vous pouvez voir qu'elle a pivoté, mais elle est toujours stable. Elle est toujours stable. Au niveau des épaules, stable. Le tronc, lui, reste parfaitement immobile. Et c'est ça qui fait la posture vraiment charismatique. Ok. Je pense qu'on en a assez vu en termes de posture. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on puisse passer à une autre configuration? Pas de question. Les autres? C'est bon. Ok. On est ok. On va aller un peu avec le style vestimentaire. Alors, je vais peut-être garder donc la vidéo que je suis en train de projeter tout de suite là. Alors, le style, bon, enfin, là, je pense qu'il faut que je présente d'abord déjà. Donc, je vais revenir à la présentation. D'accord? Avant de revenir à l'illustration de tout à l'heure. Alors, déjà, pour comprendre le style vestimentaire, il faut qu'on soit assez honnête. On n'a pas tous la même morphologie. Déjà de base, on n'est pas pareil. Donc, il ne faut pas essayer de copier le style de quelqu'un. Et les gens nous lisent comme un packaging. C'est-à-dire, quand quelqu'un te regarde, chacun de nous a déjà commandé en tout cas un truc via KFC, via, je ne sais pas, Yum Yum ou ainsi de suite. Et on est très 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 content quand ça vient avec un emballage qui est assez mignon, avec des petits, je sais pas, des petites couleurs ou un sticker ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que les gens nous lisent en vrai, inconsciemment. C'est qu'on nous lit comme des packaging. Donc la manière dont vous vous présentez devant un auditoire en dit long sur votre ethos et sur la crédibilité que vous allez renvoyer sur le public qui vous regarde. D'accord? Ici, donc, avec le style vestimentaire, ce qu'il faut comprendre déjà de base, c'est que les vêtements ne sont pas neutres. Et ça, c'est un problème qu'on a surtout en Afrique, c'est qu'on se dit, je vais aller acheter des vêtements, je vais acheter ce t-shirt, je vais acheter cette chemise, en pensant que bon, voilà, c'est juste une chemise, je peux l'acheter, il n'y a pas de souci. Non, les vêtements ne sont pas neutres. Les vêtements disent beaucoup de choses sur l'individu qui les porte, d'accord? Les vêtements déjà révèlent, ton niveau d'exigence. Parce que la personne qui se présente devant moi avec une chemise froissée, ou une chemise qui a des plis, et une personne qui se présente devant moi avec une chemise qui est extrêmement soignée, c'est vraiment pas la même chose. D'accord? Vraiment pas la même chose. Donc, les vêtements montrent le niveau d'exigence que tu as. D'accord? Et les vêtements doivent asseoir ton autorité, dire ta simplicité, exprimer ta créativité, ou alors exprimer ton sérieux. Dans tous les cas, ce qui est conseillé, c'est d'avoir une identité visuelle. Un style qui te représente. De telle sorte que quand tu t'habilles comme ça, les gens savent que c'est toi. Par exemple, ça peut commencer déjà par pouvoir identifier ton type morphologique. Est-ce que tu es ectomorphe? Est-ce que tu es mésomorphe? Est-ce que tu es endomorphe? Et par pouvoir donc t'habiller en conséquence. Alors, juste pour ceux qui peut-être ne sont pas accoutumés aux notions de morphotype, les ectomorphes, ce sont des personnes minces, hein, qui sont assez élancées, minces, des personnes qui brûlent la graisse assez facilement, on va dire, parce qu'ils mangent mais ils ne grossissent pas. Ça va être des gens vraiment qui vont avoir leur type à eux de chemise. Pour les hommes que nous sommes, par exemple, les ectomorphes vont porter du slim fit pour les chemises et vont être vraiment bien dans ça. Alors que s'ils essaient de prendre des styles classiques comme des tailles M, des tailles L, des tailles S, ils vont souvent se perdre parce que ça ne va pas marcher avec eux. Vous avez forcément déjà vu quelqu'un de mince porter une chemise qui semble un peu trop gros pour lui. Une chemise qui semble un peu trop grosse pour lui.
c'est en général ça. C'est parce que eux, chez eux, c'est les slim fit qui vont avec eux et qui les mettent en évidence. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fait identifier un style qui te correspond. Et par rapport à ça, donc je vais revenir sur la présentation de tout à l'heure, où on peut voir que Michelle Obama, ce qu'elle a fait, en tout cas, c'est qu'elle a essayé de pouvoir s'adapter au concept africain. Alors, il faut savoir que je pense que Jérémy, tu la connais assez par rapport à la manière dont tu parlais d'elle tout à l'heure. Il faut savoir que Michelle Obama, elle est vraiment connue pour adopter des unicouleurs. Elle est vraiment dans ça. À chaque fois qu'elle sort pour prendre la parole, elle est vraiment en unicouleur. Mais là, on peut voir qu'elle a vraiment fait une exception. Elle s'est adaptée au contexte. Elle s'est adaptée à son public et elle a mis, en tout cas, quelque chose qui allait bien avec l'environnement dans lequel elle était. On peut bien voir qu'elle s'est adaptée vraiment au contexte. Et c'est déjà ce qu'il faut comprendre en termes de style vestimentaire, c'est que faites toujours en sorte que vous puissiez servir à votre auditoire du sur-mesure. Essayez de vous adapter en fonction de à qui vous parlez exactement. Le contexte est très important en termes d'art oratoire. Si vous n'avez pas un contexte ou si vous ne tenez pas compte du contexte, vous pouvez passer complètement à côté. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous snober pendant tout un discours juste parce que vous êtes en costard, cravate et que vous êtes en train d'adresser à lui et que lui, par exemple, c'est un footballeur. C'est-à-dire qu'il a un préjugé tel que tout ce qu'il va dire ne me concerne pas. Et ça, c'est vraiment une réalité. Tout comme quelqu'un Tout à fait. oui. J'en ai déjà moi-même fait l'expérience. Ah, oui, donc, tout comme quelqu'un peut vous snober parce que on est dans un milieu professionnel. Lui, il est en costard et toi, tu viens en t-shirt, parfois froissé. C'est-à-dire que de base, il a une conception sur laquelle, puisqu'il est en t-shirt, il est forcément nul, donc je ne l'écoute pas. Et donc, ça en dit long sur comment est-ce que vous pouvez faire passer votre message. Alors, j'avais quelques illustrations aussi à vous montrer. Je vais vous présenter quelques autres discours. Ici, par exemple, on peut voir que notre très cher Alain Foucault, lui, il a vraiment passé, on va dire, la plupart de son temps à se présenter avec ce style-là. On peut voir qu'aujourd'hui, vraiment, c'est le style qui le caractérise. Une veste et puis une chemise comme ça en col Mao qui a, on va dire, une sorte de col un peu rabaissé, je sais pas. Voilà, c'est vraiment un col Col indien. Col indien, ok. Donc c'est vraiment son style. Si vous parcourez, en tout cas la plupart des vidéos d'Alain Foucault, c'est vraiment, voilà, c'est à ça qu'il ressemble la plupart du temps. C'est vraiment. Il a, Oui, vas-y. si je peux me permettre. Et par rapport quand il était à RFI et que là maintenant il a son média, ces derniers temps il a beaucoup plus fait tomber la veste. Ouais. Il est plus maintenant en chemise. Ouais. C'est vrai. Qu'en costume avant. C'est vrai. Et c'est aussi souvent pour pouvoir avoir une identité visuelle qu'il le fait. Parce qu'il faut savoir qu'après, des gens comme Alain Foucault ont forcément une équipe de com qui voilà, les conseille. Et c'est une très bonne chose en termes de communication que d'avoir un style qui vraiment nous ressemble. Donc ici, on peut voir par exemple là, la présentation elle est assise. Et on peut voir que la présentation assise, le tronc est mobile. D'accord? On peut voir qu'il ne gesticule pas trop. Et on peut voir qu'au niveau de ses épaules, c'est complètement aligné. Même quand il est en train de faire des illustrations gestuelles avec ses mains. Et ça, c'est vraiment un super pouvoir, c'est qu'ils sont immobiles. Alors, on va voir aussi l'interprétation de Macron, du coup, on voit au niveau de ses épaules, c'est parfaitement comme ça, horizontal, d'accord? Vous voyez que malgré qu'il est en train d'illustrer, il est toujours droit et son tronc est parfaitement immobile. Donc, à part lui, je peux aussi avoir quelques illustrations, d'autres présentations qui sont assez intéressantes. Ici, j'ai encore une fois Macron, il est toujours posé. Oui, c'est vrai, Macron, il est toujours posé. Mais vous savez, c'est aussi la marque des bons orateurs. Hein. Les bons orateurs doivent être sereins devant l'auditoire. Alors, ici, c'est une vidéo.
ici, on va voir avec Fonta. Cette vidéo, je l'avais prévue pour le style vestimentaire. Je ne sais pas, ce que je vais dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que Fonta s'adapte toujours à son environnement. C'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez voir que elle porte un vêtement beige avec, vous voyez que, c'est-à-dire que autour d'elle, c'est également de la même couleur que ce qu'elle a porté. Et j'ai remarqué ça avec la plupart de ses prises de parole, c'est qu'elle s'adapte toujours à l'environnement où elle va. Vous allez voir que si elle est dans un endroit, je ne sais pas où c'est coloré ou décoré en bleu, elle aura tendance à porter une robe bleue avec des motifs, je ne sais pas, un peu, voilà, en blanc ou des... Enfin, elle va être vraiment inclus dans le décor. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie avec elle. Je pense qu'elle s'habille très bien, mais c'est vraiment un super pouvoir qu'elle a, vraiment de rentrer dans le décor. Même avec la vidéo tout à l'heure, c'était vraiment pareil. Et j'ai remarqué que vraiment c'est un truc que elle, à chaque fois que je vois Fonta dans les formations et tout, elle arrive toujours à rentrer dans le décor. Et ça se voit ici. On voit vraiment qu'elle est vraiment plongée dans le décor. C'est comme si, voilà, elle fait harmonie avec le décor qu'elle a planté. Et ça, c'est vraiment magnifique en termes de style vestimentaire. Je trouve que c'est vraiment, c'est beau, franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le style vestimentaire avant que je puisse passer à autre chose? Ok, on est bon. On va donc... Ok, Foussé nous dit c'est bon. Je pense qu'on a vu assez d'illustrations. Donc, quatrième configuration, il en a 6. On va essayer de courir. Je pense que là, on est à 1 heure déjà. La quatrième configuration, ça va être la gestuelle. Alors, en termes de gestuelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas vraiment de règles établies ou préétablies. Il s'agit ici, avec la gestuelle, de trouver son style. C'est de ça qu'il s'agit. Trouver son style. Vous devez avoir votre propre style. N'essayez pas de copier quelqu'un. Vous pouvez regarder des vidéos d'oratoire, des vidéos de plaidoirie, des vidéos de concours d'oratoire, de concours d'éloquence, pour essayer de voir quelles sont les illustrations gestuelles que les gens utilisent souvent, qui amplifient leur message, d'accord? Et pouvoir les essayer avec vous, devant un miroir ou lors des prestations, pour voir est-ce que ces illustrations gestuelles fonctionnent avec vous. Mais dans tous les cas, vous devez trouver votre propre style. Parce que si vous arrivez à identifier votre propre style, vous serez tout de suite beaucoup plus pertinent devant les présentations orales. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la gestuelle doit être synchrone, je dis bien synchrone avec ce que vous dites. Ne venez pas devant un auditoire pour avoir une gestuelle qui est complètement asynchrone avec ce que vous dites. Vous allez perdre l'auditoire, personne ne va comprendre ce que vous dites et personne vraiment ne va vous suivre. N'ayez pas aussi cette tendance à, je vois souvent des gens, ils viennent, ils ont les bras le long du corps et ils sont complètement immobiles. Aucune gestuelle. Non, 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 non. Ne faites pas ça. Une gestuelle trop rapide trahit aussi souvent un état de stress, d'anxiété ou de manque de clarté. On a tous vu un orateur, une oratrice venir nous faire des grands gestes tout en disant absolument rien. Parce qu'en général, il essaie de masquer son manque de pertinence par voilà, les grands gestes. Il essaie de vous montrer que voilà. En général, ça ne trompe personne. D'accord? Une gestuelle figée, comme je viens de le dire aussi, trahit souvent que vous avez peur, voilà, que vous êtes retenu, que vous êtes réservé, et ça, vraiment, ça renvoie un message assez négatif à l'auditoire. Donc la gestuelle, elle doit être alignée, elle doit être synchrone, elle doit être ample, elle doit être ouverte, elle doit être intentionnelle, et elle doit avoir, si possible, un impact émotionnel, comme on a vu la première vidéo avec Michel Omar. Vous avez tout de suite vu qu'elle a mis la main sur le cœur, et ça avait vraiment une composante très émotionnelle. Alors ici, je ne pense pas que c'est nécessaire qu'on puisse avoir des illustrations vidéo. Je pense qu'on a vu à cette vidéo tout à l'heure où il y avait des illustrations gestuelles, mais je vais revenir de façon sur la gestuelle une fois que j'aurai entamé avec la 5e configuration, qui est le regard, d'accord? Alors ici, ce qu'il faut comprendre avec le regard, c'est que ça va vraiment être la pierre angulaire ou bien vraiment le centre de votre discours. Souvenez-vous d'une chose, surtout pour toi Jérémy, même quand tu fais un discours qui est très technique et que les gens ne comprennent pas, je te jure que le simple fait de les regarder, va les pousser
à vouloir s'intéresser à ce que tu dis. Tout simplement parce que tu es en train de les inclure dans ton discours. Et même s'ils ne vont rien comprendre, ils seront avec toi jusqu'à la fin, en train perpétuellement d'essayer de comprendre ce que tu dis. C'est pourquoi un bon orateur capte, d'accord? Mais le grand orateur, lui, il transperce. Il est là en train de regarder son discours. Et juste très rapidement, une simple anecdote, vous allez remarquer que Barack Obama a été le premier président noir des États-Unis à cause du super pouvoir de ce regard. Il était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, il est vraiment quelqu'un d'exceptionnel par ses regards. Il regarde, vraiment, il regarde son auditoire. Et les témoignages lors des discours de Barack Obama étaient que il était vraiment le président qui regardait le moins son prompteur. Il était toujours les yeux rivés sur l'auditoire, sur les personnes qui regardaient, surtout pendant les meetings. Et les témoignages lors de ces discours étaient que on avait vraiment l'impression qu'il s'adressait à chaque membre de manière particulière. Hein, vraiment, c'est comme si on était dans une salle seul avec lui. Et c'était vraiment magique. Il a l'art de faire des regards et l'art de faire des silences, et c'est ça qui fait la beauté de son ethos. D'accord? Donc, le regard exclut ou relie avec l'auditoire. Il crée une connexion entre toi et l'auditoire. Il fait en sorte qu'il puisse être concerné ou pas par ce que tu dis. Si tu ne les regardes pas, tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes tout, sauf l'auditoire, en général, tu verras que tu vas complètement passer à côté. Les gens vont se mettre à regarder des messages qu'ils avaient, des messages non répondus depuis des années. Voilà, maintenant c'est là qu'ils commencent à répondre parce que voilà, tu les ennuies, tout simplement. Donc l'idéal, c'est d'avoir un regard stable, de pouvoir balayer la salle du regard. Si possible, on dit, si vous ne pouvez pas les regarder en face, regardez donc au milieu du front, souvent parce que le pupitre est surélevé, ils auront l'impression que vous les regardez. Alors ici, je suis obligé de faire des illustrations, même si je suis en train de courir vers la fin, parce que le regard, c'est un point trop important de l'art oratoire. Je vais essayer ici de prendre un discours d'Obama. Bon, on va prendre le premier discours qu'on a pris tout à l'heure, histoire de ne pas trop chercher loin. Voilà. Alors, ici on peut regarder le regard donc, de Michelle Obama. Elle a toujours été très forte dans l'art de susciter qu'on a vraiment la sympathie. C'est vraiment son super pouvoir et on peut regarder que, on peut voir hein, sur cette illustration comment elle est en train de balayer du regard l'auditoire. Elle regarde à gauche, elle regarde au milieu, elle regarde à droite. Elle est vraiment en train de balayer du regard et elle est en train de regarder aussi la caméra. Parce que là, par exemple, pendant que je parle, elle est en train de regarder la caméra. Donc, elle a une conception très, très dynamique et très, très vivante, très présente de l'auditoire qui regarde. Elle sait qu'elle doit négliger personne. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, et on peut sentir que vraiment, là, par exemple, les personnes sont vraiment concernées par ce qu'elle est en train de dire. Et les personnes sont vraiment à fond. Et c'est aussi ce super pouvoir qui fait qu'elle puisse émouvoir la gente féminine, parce qu'elle, c'est vraiment l'électorat féminin de Barack Obama, c'est elle qui tient toute cette partie. Alors, ça nous pousse aussi à analyser aussi hein, sa gestuelle. On peut voir ici, par exemple, avec... je vais revenir sur ce qu'elle a. Voilà, je mets une pause. Ici, on peut voir hein, le geste qu'elle a fait là. C'est vraiment symbole de précision. Quand on joint comme ça deux doigts et qu'on regarde, voilà, c'est vraiment symbole de précision. C'est une illustration gestuelle qui est puissante, que beaucoup d'orateurs utilisent et qui est puissante. D'accord? L'idée, c'est que vous puissiez regarder le maximum de discours possible. Il faut que vous puissiez devenir quelqu'un qui s'entraîne à l'art oratoire en regardant des discours, en regardant des plaidoiries, en regardant des gens parler et pas en regardant pour regarder, d'accord? Ce n'est pas regarder pour regarder, mais pouvoir capter pendant ces discours des illustrations gestuelles que vous pouvez copier et qui marcheraient avec vous pour faire en sorte que vous puissiez être le meilleur orateur possible. D'accord? Ici, il y a pas mal d'illustrations qu'elle utilise, d'accord, qui vraiment sont standards. Le fait de pouvoir mettre les mains comme ça devant elle. Alors, ici, ça tombe bien, on peut la voir de profil.
on peut déjà ici, d'ores et déjà, remarquer que si on devait mettre un point ici au niveau de son épaule et un point ici au niveau de sa hanche, on voit qu'on est en ligne droite. On peut voir qu'on est en ligne droite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est en ligne droite, n'est-ce pas? On est en train d'essayer d'évaluer sa stabilité de profil. Si. Ouais, elle est en ligne droite. Et ça fait en sorte que... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est parce qu'on n'est pas en présentiel. Ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est que si elle désarticule au niveau des genoux, ça va se faire voir sur ses épaules, en fait. Si au niveau des genoux, elle désarticule, il y aura toujours, en fait, c'est obligé. L'une ou l'autre de l'épaule va descendre. D'accord? Donc, ici, on peut voir qu'elle est en ligne droite et qu'elle est vraiment focus sur le regard. Le tronc, comme je l'ai dit, reste immobile. Il reste vraiment immobile. Ici, on peut voir pendant tout le discours, le tronc est immobile. Le tronc peut vouloir accompagner la gestuelle, mais on voit vraiment qu'il est stable. Si pendant les prises de parole, vous vous mettez à trop bouger le tronc, vous serez instable et vous serez perçu comme instable. Ok? Alors ici, l'élément également de l'éthos qui peut, on va dire, c'est mitigé encore, est-ce que c'est un élément de l'éthos, est-ce que c'est un élément du pathos, c'est vrai, ça va être le sourire, d'accord, qui est un élément de capture de bienveillance, mais qui aussi est un élément donc de l'éthos, qui construit votre crédibilité parce que un orateur qui sourit et un autre qui ne sourit pas sont clairement différents en termes de perception. D'accord? Donc ici, je pense qu'on a assez vu d'illustrations sur le regard. Donc on va passer avec la dernière illustration, la dernière configuration, excusez-moi, qui va être donc comme ça la voix. Alors je tiens à préciser que la voix, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un chapitre vraiment à part entière, c'est vraiment long. Je peux vous garantir qu'on peut faire tout un webinaire sur la voix exclusivement, sans finir même. Il y a beaucoup de choses à dire, on ne peut pas tout dire en un seul webinaire. Vous voyez que chaque configuration de l'éthos en soi vraiment constitue tout un chapitre qu'on peut étudier. On peut consacrer un webinaire à chaque chapitre et quand même rester et ne pas finir. Alors la voix, hein, ça va être vraiment le tandem même de l'art oratoire. Souvenez-vous que la voix est une industrie à elle seule. Hein, l'industrie de la musique est basée exclusivement sur la voix. L'industrie de la publicité est basée sur la voix. L'industrie de la voix off, hein, ça va être vraiment la voix. L'industrie des call centers, ça va être vraiment la voix. Donc la voix, c'est vraiment quelque chose qui vraiment fait la différence en termes d'art oratoire. Alors, la voix va créer vraiment le ton et l'attention de l'auditoire pendant toute la durée. Ici, par exemple, on est dans un webinaire. Je vous assure que si j'avais une voix monotone, vous n'alliez absolument pas me suivre, mais c'est parce que je fais des fluctuations que vous arrivez quand même à me suivre, et c'est aussi la voix qui fait ça. Par exemple, là, toutes les dimensions visuelles de l'art oratoire, je ne l'ai pas. Je suis en train d'utiliser la voix exclusivement pour pouvoir vous capter dans le webinaire. Et ça, c'est vraiment un super pouvoir. Il faut pouvoir contrôler vos variations vocales et aussi votre débit vocal. C'est très important. Alors, la première chose à maîtriser avec la voix, c'est déjà qu'il y a deux sortes de voix. Il y a une voix nasale et il y a une voix trachéale. Voix trachéale, c'est quoi? C'est si vous êtes en train de parler, d'accord, vous pouvez mettre votre doigt, votre index, au niveau de votre trachée. C'est vraiment le trajet sur votre cou, hein, cette petite extension que vous avez au niveau du cou. Vous mettez votre doigt là-bas et vous évaluez. Est-ce que pendant que vous êtes en train de parler, la trachée vibre? Et comment elle vibre? Est-ce qu'elle vibre vraiment, elle vibre? Ou elle vibre vraiment, voilà, c'est pas trop ça. Et si vraiment elle vibre, mais alors elle vibre, c'est que vous avez une voix trachéale. Et si elle ne vibre pas beaucoup, c'est que vous-même, vous savez, vous avez une voix forcément nasale. Et les voix trachéales sont donc beaucoup plus charismatiques que les voix nasales. Alors, ça n'est pas applicable naturellement à tout le monde. Chaque règle a ses exceptions. Il y a des filles qui ont des voix nasales, qui sont très bien avec et qui prennent la parole et ça séduit tout le monde. Et c'est parfait comme ça, ne changez rien. Mais si vous avez une voix nasale et que vous voyez bien que ça vous nuit, parce qu'avec une voix nasale, c'est difficile de faire des portées vocales. Avec une voix nasale, c'est difficile de faire des fluctuations vocales. C'est difficile de faire des variations vocales.
c'est extrêmement compliqué même de pouvoir saisir l'attention de l'auditoire. Les voix nasales sont très compliquées, d'accord? Et les voix trachéales, quant à eux, tu peux faire des fluctuations, c'est très intéressant, ça crée du suspense, et tu peux pouvoir faire des intonations, varier le volume, faire des portées vocales, et ainsi de suite. Donc, maîtriser sa voix, c'est déjà commencer par savoir quelle voix exactement on a. Et je pense que pour la plupart de vos webinaires que j'ai écoutés, je sais que vous avez des voix trachéales, d'accord? Et il faut pouvoir avoir une intention claire avec les mots. La deuxième chose avec la voix, c'est la diction. Vous avez constaté depuis le premier webinaire que la diction, elle doit être parfaite pour que les gens puissent rester en train de vous écouter. Et le problème, ce problème-là, je l'ai beaucoup avec les personnes que je coach, les Sénégalais, c'est qu'en général, ils ont une diction assez négligée. Ils vont souvent avoir une diction qu'ils ne contrôlent pas trop, des mots qu'ils vont vont mâcher et puis ils vont passer à autre chose. Donc, il y a des exercices qui existent pour pouvoir, comme ça, avoir une diction beaucoup plus prononcée. Ça va être par exemple de mettre un stylo, de pouvoir mordre le stylo et de quand même vouloir prononcer un discours. Ça travaille donc comme ça les muscles de la bouche et fait en sorte que vous puissiez être vraiment en train de vouloir vouloir bien prononcer les mots, d'accord? Et c'est en général la langue qui va être le muscle qui va être le plus travaillé. Ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir une voix trachéale, vous devez faire en sorte que votre diction puisse être irréprochable. Irréprochable. Je dis bien irréprochable. Alors, la deuxième chose, ça va être celle-là. La troisième chose, ça va être de pouvoir respirer. La voix va avec la respiration. Le débit vocal va avec la respiration. La portée vocale va avec la respiration. Si vous ne respirez pas bien, vous allez avoir vraiment un discours problématique. Il y a des personnes qui vont être appelées des personnes apnéiques, c'est ceux-là qui bloquent leur respiration au niveau de la poitrine pendant qu'ils parlent. D'accord? Il est déjà impossible de pouvoir inspirer pendant qu'on est en train de parler, c'est pas possible. Donc, au moment où on parle, on doit être en train d'expirer. Et au moment où on fait une pause, on doit être en train d'inspirer. C'est ça, en fait, le secret, on va dire, de l'oratoire. C'est ça qui fait que vous puissiez débiter, sans se fatiguer, parce qu'au moment où moi, par exemple, je suis en train de vous parler, et que je fais des pauses, j'inspire. D'accord? Ça va être au début un exercice, mais après, si vous n'êtes pas habitué à ça, bien sûr, ça va être au début un exercice, mais après, ça viendra tout seul. Donc, si vous êtes en train de remarquer que pendant votre discours, vous êtes essoufflé, vous êtes en train de perdre en débit vocal, en train de perdre en voix rauque, c'est certainement que votre respiration ne va pas. C'est votre respiration le problème. Vous respirez mal. Inspirez pendant les pauses et pendant que vous êtes en train d'expirer, parlez. Ça permettra à votre voix d'être portée par votre expiration. Ça vous évitera de crier. Ça vous évitera également, souvent lors des événements où il n'y a pas de micro, d'être là en train de vouloir à tout prix se casser les cordes vocales. D'accord? Et c'est très important. Les variations aussi sont très importantes. Ça va être donc comme ça la cinquième chose en ce qui concerne la voix. C'est que vous ne pouvez pas être en train de débiter au même rythme. On doit sentir qu'il y a des variations de votre débit vocal qui fait en sorte que le public puisse être, on va dire, dans une sorte de perpétuelle surprise de votre débit vocal. D'accord? Ça va être très important. Et donc la sixième chose, ça va être les silences. Oui, il faut pouvoir bien maîtriser les silences quand vous êtes en train d'animer le débit vocal pour faire en sorte que votre discours puisse être mémorable. Et ça, je pense que Obama le maîtrise tellement bien. Et c'est ça qui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça va être son super pouvoir avec le regard qui fait en sorte qu'il puisse être vraiment spécial lors de ses prises de parole en public. Est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne la voix? Pas de questions. Donc ici, on peut voir que la respiration, ça va être vraiment le carburant de la voix. Hein. De toute façon, je vais vous envoyer le document, vous l'aurez. Pour projeter la voix, je pense que ça, c'est des exercices qu'on fait vraiment en physique. Ça va être difficile de pouvoir les faire en ligne. Articuler, je l'ai dit, pouvoir prononcer chaque syllabe, ça va être vraiment important. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Avoir un bon débit, je l'ai dit. Après, les TED, ils stipulent en général d'avoir environ 140 à 160 mots par minute, mais bon, personne ne s'entraîne vraiment à avoir ce genre de débit. Hein. Il faut juste éviter d'être trop rapide et éviter d'être trop long, d'accord? Et pour ça, donc, j'avais prévu quelques exercices qu'on va faire ensemble. On est arrivé à la fin.
Alors, juste, je vais vous demander de vous prêter au jeu et on va voir ensemble quel est le débit exactement qui est bien pour vous. Alors, cet exercice consiste à lire ce texte, d'accord? De faire une première lecture. On est à 4, je pense, le webinaire. Une première lecture qui va être délibérément trop rapide. Une deuxième lecture qui va être délibérément trop lente. Et une troisième personne va faire une troisième lecture qui sera confortable et engageante, d'accord? Est-ce qu'on a compris le concept de l'exercice? 3 personnes vont lire. La première personne va faire en sorte de lire très vite. La deuxième personne va faire en sorte de lire assez lentement. Et la deuxième personne, excusez-moi, la troisième personne va donc lire avec un rythme soutenable. Abdoulaye Fousseinou, est-ce que vous êtes là? Moi, j'aimerais bien que Abdoulaye, s'il est là, puisse faire la première interprétation, d'accord? Une lecture trop rapide. Est-ce qu'on pourra bien entendre? Je ne sais pas, mais s'il peut le faire, ça serait bien. Est-ce que tu es là, Abdoulaye? Je vois Fousseinou qui dit... Abdoulaye, est-ce que tu peux nous lire ça de manière très rapide? Ok. Je ne désire qu'une seule chose, que notre relation perdure et ne se termine jamais. Toi et moi, c'est une évidence, une douce et délicieuse évidence. Je t'aime du plus profond de mon âme. Notre histoire est la plus belle. Je suis tellement heureux de l'écrire chaque jour à tes côtés. Est-ce que si tu déclarais ta flamme comme ça à une femme, tu es sûr qu'elle sera... Est-ce que tu es sûr que tu vas vraiment la séduire? Hein? Je pense pas. Maintenant, ça c'était volontairement que tu la lis rapidement. J'aimerais vraiment qu'on fasse une exception. Est-ce que tu peux juste relire de manière... En tout cas, relire de manière à ce que comme si tu es devant une fille, comment tu lirais cette proposition? Vas-y, dis-nous. Ok. Je ne désire qu'une seule chose, que notre relation perdure et ne se termine jamais. Toi et moi, c'est une évidence, une douce et délicieuse évidence. Je t'aime du plus profond de mon âme. Notre histoire est la plus belle. Je suis tellement heureux de l'écrire chaque jour à tes côtés. J'ai remarqué qu'il y a un problème de prononciation. La lecture elle est magnifique. Il y a un problème de prononciation. Il faudra que tu puisses travailler beaucoup l'articulation des mots. Je ne sais pas si je suis le seul à le remarquer. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a remarqué ou je suis seul? Si. Ok. Parce que par exemple, au niveau de dire plus, tu as dit pi. Au niveau de dire évidence, tu as dit évidence. En fait, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a une sorte de diction qui manque un peu. Essaie de relire un peu pour voir. Essaie de relire en lisant vraiment chaque syllabe. Fais vraiment, Ok. vraiment fais un effort. Je ne désire qu'une seule chose, que notre Alors relation là, déjà, il y a un perdure. problème, c'est chose. Tu pourras t'entraîner, par exemple, en prenant un livre, tu vois, tu pourras prendre le livre et puis tu essaies de lire des lectures à haute voix en veillant à ce que tu puisses vraiment prononcer chaque syllabe. Vas-y, vas-y, vas-y. Je ne désire qu'une seule chose, Mhm. que notre relation perdure et ne se termine jamais. Toi et moi, c'est une évidence, une douce et délicieuse évidence. Je t'aime du plus profond de mon âme. Notre histoire est la plus belle. Je suis tellement heureux de l'écrire chaque jour à tes côtés. Ok, super. Je pense que c'est déjà mieux que la première fois. Donc, il faut que tu puisses vraiment t'entraîner à pouvoir, à la diction. D'accord? Je pense que tu as déjà une très belle voix. Ta voix, elle est rock. Ça, c'est vraiment à ton avantage. Il faut que tu puisses t'entraîner un peu plus à la diction. Je pense que tu vas ajouter vraiment un plus à tes prises de parole. Ok. C'était Abdoulaye. Est-ce que Fousseinou, tu es là? Fousseinou.
Est-ce que tu es toujours avec nous? Ça fait longtemps qu'on t'a entendu même. Revoir. Ok. Du Vous coup, me recevez pas? est-ce que tu peux nous lire ça? Vas-y. Vous me recevez, j'espère, hein? Oui, 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 très bien. 5 sur 5. Wow. Là où je suis là, mon connexion doit quand même. Ok, merci. Euh, je ne désire qu'une seule chose, notre relation perdure et ne se termine jamais. Toi et moi, c'est une évidence, une douce et délicieuse évidence. Je t'aime du plus profond de mon âme. Notre histoire est la plus belle. Je suis tellement heureux de l'écrire chaque jour à tes côtés. Je Oh, reprends. magnifique. On sent vraiment que tu es dans une lecture présente. C'est bien. Je suis, oui, oui. Maintenant, là, tu le lisais tout court, ou tu le lisais rapidement, ou tu le lisais lentement, ou tu le lisais vraiment tout court. C'est rapidement. C'est rapidement. Ah, on n'a pas senti Ouais. l'effort. Vas-y, vas-y. Bon, là maintenant, lis-le lentement. Ok. Je ne désire qu'une seule chose, que notre relation perdure et ne se termine jamais. Toi et moi, c'est une évidence, une douce et délicieuse évidence. Je t'aime du plus profond de mon âme. Notre histoire est plus belle. Je suis tellement heureux de l'écrire chaque jour à tes côtés. Ok. Hussein, est-ce que d'habitude tu parles vite? En fait, si vous le permettez, je suis trop rapide. Naturellement, je suis comme ça. Ok. Et deuxièmement, j'ai un accent mauritanien. Cela veut dire, une fois que je commence à parler, Oui. j'ai un accent mauritanien. La plupart, nous les Mauritaniens, notre accent, nous on commence à dire des choses. Les gens les ressentent que voilà quoi, nous avons un accent mauritanien. En fait, on a un problème d'abord. Nous avons un problème de diction. Ok. Parfois, c'est pas une question que c'est notre, on a un problème de diction, mais c'est notre manière de parler. Par exemple, avec les faits riches, nous les Mauritaniens, nous avons un problème à savoir. D'accord. Mais Maintenant, je suis conscient que je suis conscient que j'ai un problème de diction. C'est pourquoi à chaque fois, j'essaie d'insister sur le mot. Jérémy, tu es là. Tu trouves qu'il a un problème de diction? Oui. Problème de diction en tant que tel, je ne dirais pas, mais c'est un problème récurrent. Je dirais plutôt lié à l'accent. Et concernant l'accent, je pense qu'il faut être un petit peu indulgent. Je pense que les accents ont une musicalité qu'il ne faut pas nier aussi et qui rapporte un peu de beauté. J'aborde en tout cas totalement dans le sens de Jérémy. Je ne pense pas que l'accent puisse être un problème. Parce que l'accent a une tendance à humaniser et à rendre vivant le discours. Tout à fait. Donc, et puis bon, problème de diction, je ne pense pas, hein, je sais pas, mais je n'ai pas décelé un problème de diction, franchement, je te jure. En Par fait, contre, le problème, si oui, vous permettez, oui, vas-y, vas-y, vas-y. si vous le permettez, en fait, j'ai un problème de diction, parce que je suis conscient de cela. C'est pourquoi à ce moment-là, j'essaie de lire les phrases compliquées là. Il y a des phrases qu'on ça, sans chercher ces phrases, il y a des phrases là. Tout le temps, je mets un crayon au niveau de ma bouche, j'essaie de lire. Mais jusqu'à présent, j'ai un problème de diction. Parce qu'il y a certains mots que je prononce mal. Par exemple, parfois, souvent, le mot c'est le mot chef. D'accord, Dans il y a un texte, quand j'ai discuté avec des amis comme ça, il y a un texte à l'écran, essaie de nous le lire, on va voir ce que ça donne. voilà, merci. Tous les choses de chaussures, illustrées, fraises, fraîches. 5 chiens, chasse 6 chats, 6 chaises, chèches. Papy, piano, panier, papier, piano, panier. 10 didon, 10. On s'achève, se sent chercher, doit savoir sacher sans son chien. Ok. Il y a effectivement un problème de diction, mais bon, je pense que c'est pas vraiment exacerbé, hein. Je pense que ça va, quoi. Je pense que si tu travailles dessus, tu es vraiment sur la bonne voie. Okay. Merci beaucoup, Céline. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est le dernier diapo, hein, mais on va revenir. Jérémy, vas-y, fais-nous une lecture. La première lecture délibérément rapide, c'est ça?
Exactement, oui. Je désire qu'une seule chose, que notre relation perdure et ne se termine jamais. Toi et moi, c'est une évidence, une douce et délicieuse évidence. Je t'aime le plus profond de mon âme. Notre histoire est la plus belle. Je suis tellement heureux de l'écrire chaque jour à tes côtés. Ok. Maintenant, beaucoup, très lentement. Beaucoup plus lentement. On va la faire comme si je la lisais à une fille. Ouais. Je ne désire qu'une seule chose, que notre relation perdure et ne se termine jamais. Toi et moi, c'est une évidence, une douce et délicieuse évidence. Je t'aime. Du plus profond de mon âme, notre esprit, notre histoire est la plus belle. Je suis tellement heureux de l'écrire chaque jour. Ok. C'est super. Là, tu étais très très long, tu es sûr. Très très lent, Là, non? ouais, là, je pense que. Yafoussé, il nous dit que tu l'as séduit. Ok. Donc, Jérémy, tu vas rester avec nous pour le dernier exercice. Tous les chats chaussent des chaussettes. Il reste 13 fraises fraîches, 5 chiens chassent 6 chats, 16 chaises sèches, papier, piano, papier, et 10 dindons dodus. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Vas-y. Tous les chats chaussent des chaussettes. Il reste 13 fraises fraîches, 5 chiens chassent 6 chats, 16 chaises sèches, piano, papier, piano, papier, piano, papier, 10 dindons dodus. Un chasseur se sent chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. On sent vraiment que tu es un expert. On sent que tu n'es pas à ton premier coup d'essai. Ouais. Ok, c'était le dernier diapositif. Maintenant, je m'en remets à vous s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit que je peux éclaircir sur l'ethos. Il faut savoir qu'on a balayé les 6 configurations, on va dire, un peu à la va-vite. On n'a pas vraiment eu le temps d'entrer en profondeur, mais je Il est bien là. pense que vous avez au moins vu les illustrations. Hein? Et j'espère que ça vous a aidé. Donc, des questions? Je peux commencer? Oui, vas-y. Alors, est-ce que l'on peut établir une différence entre la gestuelle et la mimique? Il me semble que mimer quelque chose, déjà de base, hein, les deux mots n'ont pas la même définition. La gestuelle, c'est effectuer un geste. Et mimer c'est mimer quelque chose, tout simplement. Mimer un objet, un chien, un animal, ainsi de suite. Je dirais plutôt que, en termes d'art oratoire, en termes de pédagogie, la mimique va faire partie de la gestuelle d'un individu ou de l'orateur. D'accord. Enfin, je voyais ça un petit peu sous l'angle à l'époque, quand nous faisions la récitation primaire. Mes souvenirs sont encore frais. C'était dans le cadre d'une représentation. Bon, bien sûr qu'on peut compte ça aussi dans l'art oratoire, parce que il s'agit d'une prestation oratoire. Mais la façon, comment on peut établir dans la façon de rendre le geste dans l'exercice d'une récitation et dans celui d'un discours? Alors, c'est comme j'ai dit, on ne peut offrir à un public que du sur-mesure. Qui est en face de toi exactement? Quel est ton contexte? Si je me retrouve en train de présenter un théâtre, d'accord? On est d'accord que je suis plus dans une logique de mimique. Je suis en train de mimer, essayer d'avoir un gestuel qui va correspondre à un personnage précis, d'accord? Alors que si je suis devant des ministres, je suis devant des députés, je ne suis pas là en train de mimer. C'est pas une scène. Donc, je vais avoir une gestuelle mesurée et adaptée en fonction de. Souvenez-vous toujours, peu importe la prise de parole, c'est d'abord le contexte qui doit primer. Toujours. On ne peut offrir à un public que du sur-mesure, que du sur-mesure. Alors,
Le temps de noter. Autre chose? Oui. Est-ce que vous croyez vraiment, en tant Mhm. que professionnel, cette théorie de la prise de parole, ou, moi j'ai toujours un petit peu de doute, mais je vous pose la question pour avoir un petit peu d'éclaircissement. Mhm. Est-ce que vous pensez sincèrement que comme on nous le vend un petit peu partout, que le non-verbal, c'est 90% du discours? Est-ce que vous le pensez vraiment? Alors, est-ce que c'est 90% du discours? Je ne pense pas qu'il y ait une étude objective qui ait objectivé que ce soit 90% du discours, mais je suis Souvent d'accord. 90, Je suis, 80, oui, 85. je suis Vous d'accord avez déjà pour sûrement dire, entendu ça. je suis d'accord pour dire que le non-verbal va constituer une part supérieure au verbal. Ah bon? Parce que dans tous les cas, si tu es en train de marcher dans la rue, que tu rencontres une personne qui a des habits déchirés, qui sont mauvais, qui te dit excusez-moi monsieur, quelle est ta réaction? En général, tu te diras il est en train de vouloir me demander des sous, je vais lui dire à Moul Khalis, je passe. Si tu te retrouves en face de la même situation et que là, tu as affaire à quelqu'un qui est en costume, croisé, qui sent bon, bien coiffé, avec des lunettes qui ont l'air de coûter 1 million, qui te dit excusez-moi monsieur, même si cette personne te parle en Wolof ou te parle dans une langue que tu ne comprends pas, tu vas t'arrêter. C'est dans ce contexte-là que, pour moi, naturellement, le non-verbal va être vraiment, mais alors vraiment très importante, beaucoup plus que le verbal. Maintenant, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte. Toujours le contexte. Il faut en revenir au contexte. Il y a des contextes où ça s'inverse. Par exemple, moi, j'ai déjà assisté à une conférence au niveau de l'ISF. Il y avait une dame, elle s'était levée. Je t'assure que son art oratoire n'était pas extraordinaire, hein. Elle était même à l'ouest, très à l'ouest. Mais elle avait une voix, mais je t'assure, c'était tellement magnifique que tout le monde l'a écouté. Ce qui fait que là, dans ce contexte-là, la tendance est inversée. Mais tu vois vraiment que c'est au cas par cas. Mais de manière standard, je dirais vraiment que vraiment il faut soigner le non-verbal. Il faut vraiment beaucoup le soigner. Euh, enfin, après, c'est subjectif, c'est mon avis. Une dernière question, et puis. Oui. Bon. Vous êtes congolais, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de nous coller le fait qu'on aime beaucoup parler. D'accord? C'est un préjugé, bien il peut être avéré. Donc, d'où est venu le déclic pour s'intéresser de façon sérieuse à l'art oratoire? Pour moi, personnellement, Oui, oui, pour vous. ça va peut-être vous choquer et vous paraître vraiment, mais alors vraiment bizarre. Mais de base, je ne m'intéressais pas à l'art oratoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, heureusement ou malheureusement, hein, j'avais déjà eu des aptitudes de prise de parole en public. Je n'ai jamais vraiment eu peur, donc je me suis lancé à l'eau très tôt. Et j'étais et je suis beaucoup plus intéressé par la psychologie, le développement personnel, le leadership et la communication. Communiquer, c'est ça qui m'intéresse en vrai. Maintenant, force est de constater que, à force de pouvoir, je suis passé à bien des endroits. Des gens m'ont toujours retenu par ma pertinence. Quand je parlais de communication, quand je parlais de développement personnel, les gens me disaient ah oui, on a entendu beaucoup de gens parler de développement personnel, mais vraiment, tu es la seule personne qui m'est touchée. Vraiment, j'ai pris une claque. Ça me plairait vraiment que tu me parles d'art oratoire. Alors, j'ai creusé. Je me suis dit bon, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Et les premières séances d'art oratoire qu'on a organisées étaient très productives. Les gens étaient c'était très technique. Les gens aimaient, donc j'ai continué sur l'art oratoire. Je me suis aussi rendu compte qu'au final, l'art oratoire était une part non négligeable de la communication, même si je pense que la communication elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde. Tout à fait. Et bon, du coup, on va dire que l'offre a justifié la demande.
L'offre a été justifiée par la demande. Naturellement, j'ai creusé. J'ai établi donc une méthode d'enseignement. J'ai fait en sorte de coacher les gens et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que j'utilise. D'accord, merci. Donc la passion, elle est plus au niveau de la communication, au niveau du développement personnel, de la psychologie en tant que telle, qu'au niveau de l'art oratoire. Ok. Fousseinou, Abdoulaye, des questions? Oui, Fousseinou, vas-y. Merci d'abord, merci à vous tous. Donc, je tenais à féliciter d'abord les questions de doyen Jérémy, je vais dire comme ça, parce que je trouve que les questions sont intéressantes à mon niveau. Quoi. Donc, à travers vos réponses, j'ai beaucoup appris. En fait, moi, j'ai une question, et c'est par rapport, je pense que nous avons une passion d'abord, parce que même moi, je suis cette personne-là qui aime la psychologie, surtout la psychologie sociale. Et c'est un rapport avec ma filière. Donc, j'aime la psychologie comme vous. Donc, c'est l'âme, la pensée, l'émotion. Ça veut dire, il y a toujours cette politique dans cette affaire. Quand on va se présenter dans l'âme, quand on se présente dans l'âme, le démarquement, c'est par rapport parce que moi, je pense pas mal de types de formations comme ça. Je m'intéresse aussi à travers la science sociale. Je m'intéresse encore ici en communication. À travers la le contenu des illustrations sont appuyés sur d'aimer le contenu dans la présentation. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des opportunités avec je pense que ça va m'aider. En étant membre d'une association de la prise de parole, je pense que ça va beaucoup m'aider. Peut-être même dans le futur, on peut aspirer à devenir coach. Je pense qu'en se basant sur l'ensemble de ces documents-là, avec notre effort personnel, je pense qu'on peut avoir un bon contenu de documents. Non, il n'y a pas de souci. D'un stagiaire en coaching, je suis là. Je vois que les explications sont claires et avec vous, on apprend beaucoup de choses en fait. Ce sont les réalités objectives qui sortent en plus. Donc, merci. Ok, oui, donc pour le document, c'est naturellement, je vais vous l'envoyer et même en dehors du document, vous aurez également le lien pour pouvoir. C'est enregistré en fait, je suis en train d'enregistrer comme ça. Et je vais le mettre après sur YouTube. Maintenant, actuellement, il y a un club universitaire d'art oratoire au niveau de l'UCAD, dont je suis président. Et on est là depuis l'année dernière. Vraiment, on a coaché beaucoup de gens. Beaucoup de gens, je vous disais plus d'une centaine, c'est vraiment vrai. Lorsqu'on va organiser la prochaine séance, de toute façon, je pourrais vous inviter, vous pourrez venir voir par vous-même les personnes que j'ai coachées qui seront là. Et vous pouvez voir. Et aussi, l'idée, j'ai toujours dit, avec le club par exemple universitaire d'art oratoire, c'est que j'aime bien faire les choses et donc je ne coach pas pour coacher la personne, faire en sorte qu'il devienne aussi bon. Mon idée, c'est de pouvoir faire en sorte que la personne puisse être capable de pouvoir justifier pourquoi est-ce que je fais ça. Donc, il y a une pédagogie déjà intrinsèque qu'il doit avoir avant de pouvoir entrer dans la pratique, d'accord? Et ça a toujours été mon souhait que de pouvoir, par exemple, coacher quelqu'un jusqu'au point où lui-même devienne coach. Et ça, c'est vraiment ce que je souhaite au plus profond de moi. Et là, d'ailleurs, même, on n'a encore rien vu. Hein, il y a encore le logos qu'on va voir et le pathos qui vraiment est... C'est vraiment là que se trouve vraiment la magie de l'art oratoire. Vous allez vraiment voir que c'est magique. C'est vraiment le pathos qui est... C'est tellement magnifique que franchement, ça serait vraiment bien. Oui, Abdoulaye, vas-y. En fait, moi, je vais faire poser. Est-ce que la manière dont nous déclamons un discours, c'est la même manière qu'on doit faire avec les flammes? C'est-à-dire, est-ce que c'est le même ton qu'on peut utiliser pour faire le discours en oratoire? Ce qui est conseillé, c'est d'être le plus naturel possible.
Maintenant, il y a ce qu'on appelle la présence scénique. La présence scénique, c'est la capacité de rentrer dans la peau scénique et d'illustrer un personnage donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont je parle là, par exemple, avec vous, si on me disait, Dédi prend la parole devant des ministres, je vais parler de la même manière. Mais si on me disait, Dédi fait un plaidoyer ou un réquisitoire sur un sujet donné, je vais changer. Je vais avoir tendance à avoir une présence scénique beaucoup plus proche d'un juriste que par exemple d'un homme intellectuel, tout simplement, voilà, intellectuel tout court. Pourquoi? Parce que le monde juridique ou bien le monde des plaidoyers se comporte comme ça. Pour parler à ce monde-là, je vais être obligé d'adopter un ton qui va avec. Je serai en train de vous dire, mesdames et messieurs, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe au Sénégal. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse maltraiter des femmes, maltraiter des enfants et se retrouver dans la rue. Vous voyez, ça veut dire que je veux changer, je veux devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la présence scénique. Et l'art de l'art oratoire, c'est de pouvoir faire en sorte de trouver un équilibre entre la présence scénique et toi-même. Parce que même dans la présence scénique, il faut qu'il y ait une part de toi qui est vraie pour que ça puisse vraiment parler aux gens. C'est cette synchronicité-là et cet équilibre que tu arrives à trouver entre la scénique et toi qui font en fait de l'art oratoire ou bien de ton discours quelque chose de particulier. Mais il faut qu'il y ait une touche de toi. Il faut qu'il y ait toi. Et maintenant, en fonction de qui t'inspire exactement, tu peux avoir une forme de scénique. Tu vois, ça donne un certain grain de... Ça donne un petit quelque chose au discours. Mais ce qui est conseillé de base, c'est que tu puisses être toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'illustre en présentiel. En ligne, ça sera compliqué. Mais en présentiel, par exemple, je peux affiler 3 scéniques complètement différentes. C'est-à-dire, tu vas dire, ah, ça c'est Dédi, ça encore c'est Dédi, ça encore c'est Dédi. C'est toujours moi, mais la scénique change. Parce que le contexte change, parce que le discours change, parce que, voilà, ça change. Mais il y aura toujours une part de moi dans chaque discours. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok. Ok. Hussein nous dit oui, Abdoulaye dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des préoccupations? Non? Super. Bon, jusque-là, ça va. Ok. Ceci dit, je pense qu'on a fait vraiment, on a pris la base en ce qui concerne, l'éthos. On va se donner rendez-vous pour le vendredi prochain pour donc parler du logos. Donc pour faire un bref previews de tout ce qu'on va apprendre le vendredi prochain, ça sera quoi? Ça sera tout ce qui est parole décousue. Ah non, moi je prends la parole, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où passer, je ne sais pas par où finir. Tout ce qui est improvisation. Ah non, moi j'étais là, on m'a donné la parole, je n'avais pas prévu prendre la parole, on m'a donné la parole, qu'est-ce que je dis, comment je m'y prends? Tout ce qui est convaincre, d'accord? Parce que convaincre, ça va être vraiment la capacité de pouvoir utiliser, je pense, c'est les émotions. Il y a une différence entre convaincre et persuader. Et je pense que convaincre, c'est utiliser Tout à fait. des émotions, c'est ça? Convaincre, c'est les émotions et persuader, c'est les arguments, si je ne me trompe pas. L'inverse. C'est l'inverse. Donc convaincre, c'est utiliser les arguments et persuader, c'est utiliser les émotions. Dans la mesure où ça crée une action différente de la part de l'interlocuteur. Exactement. Donc l'idée, ça va être de vraiment comment est-ce qu'on fait pour convaincre. Convaincre à travers un discours. Donc ça va être les différentes étapes qu'on va voir dans le logos. Structurer un discours. Oui, Fousseïnou, vas-y. Donc, si je comprends bien, donc, ça fait la formation qu'on va faire des poursuivre les prochaines étapes du concours.
Alors, je ne sais vraiment pas quelle est la date du concours. Je vous avoue que je ne suis pas du CEGE, donc je ne sais pas. Je suis chargé de vous coacher. L'idée étant que on puisse faire une séance la semaine. Je pense que le concours a été prévu en mi-décembre, si je ne me trompe pas. C'est ça, n'est-ce pas? Non, on l'a déjà démarré. Il n'est pas grave. Comme là, on parle dans le niveau du concours, on a parlé de l'improvisation, entre autres, de Gilles Berval. Donc, je pense que c'est l'idée Ah, que je viens de me former dans la tête. Et peut-être après la formation, on va essayer de voir. bah, je ne savais même pas. Je ne sais pas, en fait. Je n'étais pas informé. Mais dans tous les cas, si il y a des concours d'improvisation, en tout cas, on va parler de l'improvisation, ça c'est sûr. Ça, au moins c'est sûr, on va parler d'improvisation. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est-à-dire l'idée, c'est de lever toute espèce d'ambiguïté dans les discours, c'est de voir quelle est la bonne structure d'un discours en fonction du contexte, c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on peut improviser efficacement, c'est de voir ensemble comment on convainc. D'accord? La persuasion, ça va être vraiment avec le pathos, mais convaincre, on va voir avec les arguments, exemples. C'est-à-dire qu'on va voir vraiment postulat, argument, exemple, comment on fait pour pouvoir vraiment convaincre une personne avec des arguments. On va voir aussi que voilà, les arguments ne sont pas pris comme ça. Il faut que ce soit des arguments qui sont orientés. Les exemples ne sont pas pris comme ça. Il faut que ce soit des exemples qui sont orientés. Et aussi, on va un peu effleurer l'art du débat, parce que les débats, c'est vraiment un combat d'arguments. Donc, c'est aussi du domaine du logos. On va un peu effleurer l'art du débat et puis voir ensemble comment est-ce que voilà, on se comporte dans un débat pour faire en sorte de déstabiliser l'autre, les arguments qu'on utilise, les différents types d'arguments. Et puis voilà, c'est vraiment ce on sera sur ça. En supposant que vraiment vous maîtrisez déjà les TOS et que vous savez que voilà, vous devez avoir une bonne maîtrise des 6 dimensions de TOS. Mais c'est vraiment la pratique, hein. Après, c'est la pratique qui fait la différence, comme j'ai l'habitude de dire. Donc si on est bon, on va se donner rendez-vous pour le vendredi prochain. Le document, je vais l'envoyer dans le groupe avec le lien une fois qu'il sera disponible, parce que là on est à 1h51 minutes, donc c'est peut-être 5-6 gigas. Il faudra charger sur YouTube, ça va prendre du temps. Donc le lien, ça sera peut-être demain matin, mais je vous envoie le document tout de suite. On est bon? On est bon. Ok, merci à vous, la séance est levée. On se dit à vendredi prochain. Et bon week-end. Merci à vous.